Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand nous fait découvrir aujourd'hui une grande dame de Versailles, la comtesse de Caylus. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Voltaire lui a réservé le plus bel hommage que l'on puisse rendre à une mémorialiste, car c'est pour ses mémoires que l'on se rappelle cette dame. Tout ce qu'a écrit Madame de Caylus est vrai, disait-il. Je vous propose, à travers cette étonnante observatrice, de pénétrer cet après-midi dans l'intimité de Louis XIV et de Madame de Maintenon. Et nous n'aurions imaginé le faire sans la plus avisée des habitués de Marly, Françoise Chandernagor, qui nous fait l'honneur et le bonheur d'être avec nous. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes à Paris dans les années 1720, nous sommes sous la Régence. Dans ces appartements des communs du palais du Luxembourg, vit une dame d'une cinquantaine d'années. Elle est veuve, il faut l'imaginer élégante, connaissant les usages. Son nom, Marthe Marguerite de Caylus. C'est une dame aimable, spirituelle, dont les amis apprécient la conversation. Une conversation qu'elle sait rendre à la fois très légère, comme il convient bien sûr, mais avec des accents parfois profonds, avec aussi de la douceur certes, mais quelque chose de piquant. C'est que Madame de Caylus a bien des choses à raconter. Il semble que ses proches l'interrogent sur ces grands personnages qu'elle a si bien connus lors du règne précédent. Sa tante à la mode de Bretagne, comme on dit, la fameuse Madame de Maintenon, mais aussi le roi Louis XIV en personne, forcément, et Racine ou encore Louvois, de quoi la décider à rédiger des souvenirs. Elle s'en explique elle-même. J'écris des souvenirs sans ordre, sans exactitude et sans autre prétention que celle d'amuser mes amis, écrit-elle, ou du moins de leur donner une preuve de ma complaisance. Ils ont cru que je savais des choses particulières d'une cour que j'ai vue de près, et ils m'ont prié de les mettre par écrit. Je leur obéis, sûr de leur fidélité et de leur amitié. Même si ces souvenirs reviennent beaucoup sur le destin exceptionnel de Madame de Maintenon. Évidemment, Madame de Maintenon, épouse morganatique, épouse secrète, si vous voulez, de Louis XIV, on aurait tort de négliger le propre parcours de Madame de Caylus, qui, de petite poitevine que rien ne prédestinait à vivre dans le sein des saints du pouvoir royal, est devenue cette grande dame de la cour. Marthe Marguerite de Villette, c'est son nom, est née en avril 1671. Alors là, ça dépend des auteurs. Certains nous indiquent la date de 1673. Ce qui est certain, c'est qu'elle a bien vu le jour au modeste château de Murset, près de Niort. Sa famille appartient, comme un grand nombre des familles de l'époque, à la noblesse, et même à la bonne noblesse, mais une noblesse complètement désargentée. Par son père, Marthe Marguerite descend du héros protestant Agrippa d'Aubigné. Elle est d'ailleurs strictement élevée dans la religion réformée. On ne sait pas grand-chose, pour tout vous dire, de son enfance. Il ne possède pas beaucoup de détails. Son quotidien est sans doute très, très simple. On dit qu'il lui arrive de garder les dindons. La fillette semble grandir dans une atmosphère assez douce, mais disons-le, à première vue, son avenir ne paraît pas lui ouvrir de perspectives bien trépidantes. Ça, c'est à première vue. Parce qu'un événement va bientôt changer sa vie, la faire basculer. Une cousine de son père, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'une tante à la mode de Bretagne, Françoise d'Aubigné, qui est la veuve du poète Scarron, ce qui déjà fait d'elle une personne assez lancée. Cette veuve Scarron est en train de franchir une à une les étapes d'une ascension à peine croyable. Après avoir accepté de s'occuper très discrètement des enfants adultérins de Louis XIV et de Madame de Montespan, enfants qui vont être légitimés devant le Parlement, ce qui va tout à fait changer sa propre situation, cette jolie dame, qui est connue pour son intelligence très solide, va devenir un personnage de la cour, parce que les bâtards royaux lui sont donc confiés, ils sont reconnus, et à partir du moment où ils sont légitimés, elle va les suivre à la cour. On va bientôt l'appeler Madame de Maintenon,
par la grâce même du roi. Elle bénéficie au fil des années d'une faveur de plus en plus éclatante et évidemment, à mesure qu'elle gravit les échelons, elle n'oublie pas sa famille. Madame de Maintenon entretient avec les Villette un lien tout spécial et pendant son enfance, elle-même a été recueillie au château de Mursay, ce qui crée des liens avec notre héroïne du jour. Elle a une véritable affection pour les Villette. Elle aimerait convaincre son cousin de se faire catholique, ce qu'il refuse obstinément, en bon protestant qu'il est. Elle pense aussi aux enfants. Elle sait à quel point, du fait de sa position à la cour, elle pourrait leur être très utile s'ils changeaient de religion. Toujours la question. Elle voudrait avoir l'occasion de leur présenter le catholicisme, comme on disait. Alors, Madame de Maintenon intervient. À la fin de 1680, elle profite d'un éloignement de Monsieur de Villette pour faire venir jusqu'à elle cette petite Marthe Marguerite, qui a à peine 9 ans à l'époque et qui voit donc son destin changer. Elle se souviendra de l'événement, évidemment. À peine mon père fut-il embarqué qu'une de ses sœurs, que ma mère avait été voir à Niort, la pria de me laisser chez elle jusqu'au lendemain. À peine fut-elle partie que ma tante partit de son côté et m'emmena à Paris. Madame de Maintenon vint aussitôt me chercher et m'emmena à Saint-Germain. Je pleurais d'abord beaucoup, mais je trouvais le lendemain la messe du roi si belle que je consentis à me faire catholique à condition que je l'entendrais tous les jours et qu'on me garantirait du fouet. C'est là toute la controverse qu'on employa et la seule abjuration que je fis. Tout cela a l'air de se faire dans une douceur merveilleuse. On peut imaginer, en tout cas, le changement pour cette fillette qui se trouve maintenant à la cour de Saint-Germain, vous imaginez, dans la plus brillante des cours d'Europe. Elle va désormais vivre au plus près des événements qu'elle semble déjà saisir, tout enfant qu'elle est, avec une certaine finesse. Ainsi, elle perçoit la nervosité de Madame de Maintenon au moment où il est question de son mariage secret avec le roi. Sa tante veut préparer Marthe Marguerite au monde. Pour cela, elle supervise son éducation. Il faut vous dire qu'elle est une éducatrice née, cette Madame de Maintenon. La tâche, disons-le, n'est pas facile. Voici ce que nous racontent Pierre Leroy et Marcel Loyau. Je les cite. La jeune enfant était une petite provinciale élevée à la sauvageonne dans le manoir familial, entourée d'une affection admirative, indépendante, taquine, coquette. Elle n'a pas compris le grand projet de sa tante sur elle, et l'irritation des débuts a vite fait place à une véritable incompatibilité d'humeur. Eh oui. Madame de Maintenon est consciente du potentiel de la jeune fille, mais chaque jour, elle déplore son caractère indolent, sa paresse. Et cependant, Marthe Marguerite n'a pas le choix. Il lui faut bien écouter les leçons de sa tante et en passer par un certain nombre de séjours au couvent dont elle se serait bien passée. Et petit à petit, on voit se former son esprit et on la voit gagner à ce qu'on appelle l'air du monde. Elle entrera très vite dans l'adolescence, sa beauté naissante encore, est remarquée. Elle a quoi? Elle a 12, 13 ans à l'époque, quand déjà se pressent des prétendants qui, en s'approchant d'elle, lui font un peu leur cours. La font surtout à sa tante, vous l'aurez compris. Il faut dire que s'allier à la famille de Madame de Maintenon, qui est devenue tellement proche de Louis XIV, et pour cause elle en est devenue l'épouse, s'allier à une telle famille a tous les avantages. Ce serait évidemment pour beaucoup de seigneurs de la cour une véritable aubaine, pour le meilleur et pour le pire, du point de vue de Marthe Marguerite. Sur Europe 1, la musique de Jean-Baptiste Moreau pour la tragédie Racine Esther, interprétée par l'ensemble Les Cyclopes et que l'on peut retrouver sur la bande originale du film Saint-Cyr. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 dans les années 1680. Nous suivons le parcours de la mémorialiste Madame de Caylus. Alors pour l'instant, elle est adolescente. Sa tante, qui n'est autre que Madame de Maintenon, l'a prise auprès d'elle pour préparer son avenir. Ça, vous venez de nous le raconter. Ce qui signifie aussi donc lui trouver un mari. Quel est le genre de mariage que peut espérer une jeune fille comme elle, Alors, Franck ? a priori, une jeune fille comme elle ne peut pas espérer grand-chose. Je vous l'ai dit, elle est d'assez petite noblesse, de fort petite fortune. Elle ne peut pas espérer une grande alliance. À cette époque, on se marie évidemment dans son milieu, au même étage, si je puis dire. Seulement, là encore, tout est changé par l'invraisemblable faveur dont dont bénéficie Madame de Maintenon, et l'on voit se présenter des partis absolument invraisemblables. Le duc de Roquelaure, le futur maréchal de Boufflers. Madame de Maintenon aurait plutôt tendance à les décourager puisqu'elle veut établir Marguerite, bien sûr, mais elle ne veut pas pour autant abuser de sa position auprès du roi. Toujours cette espèce de mesure et d'extrême intelligence chez une Madame de Maintenon qui n'a pas l'intention de tirer tout le parti qu'elle pourrait tirer d'une position, il est vrai, invraisemblable. Le choix de la grande dame va donc s'arrêter sur un jeune officier d'une vingtaine d'années, issu d'une famille tout à fait bien, tout à fait respectée du Rouergue, le comte de Caylus. À l'occasion du mariage, qui donc est célébré en 1686, le roi offre à l'époux de quoi acquérir la charge prestigieuse de menin du dauphin. Quant à la mariée, qui n'est pas encore âgée de 15 ans, elle reçoit un magnifique fil de perles. On aimerait dire ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. En fait, pas du tout. Le mariage va tourner, alors là, disons-le, à la catastrophe. Le couple s'installe à Paris. Madame de Maintenon ne veut pas trop tôt établir sa nièce à la cour. Le problème, c'est que la belle-mère de Madame de Caylus se montre peu amène. Et son mari, alors là, lui, Caylus, est un personnage abominable. Il fait vivre à sa femme un véritable enfer par son goût de l'alcool, par sa violence, disons-le, très probablement. Et finalement, Madame de Caylus ne tarde pas à rejoindre la cour pour vivre, j'allais dire dans les jupons, dans l'entourage immédiat de sa tante. Quant à son mari, eh bien, on l'envoie constamment, on l'affecte dans différentes armées, et à chaque fois, son départ est guetté par son épouse avec une véritable impatience. C'est assez horrible ce que je vous raconte. Alors que Marguerite vit donc une aventure invraisemblable, Madame de Maintenon a fondé la Maison Royale de Saint-Cyr, qui est cette institution dédiée à l'éducation de 250 jeunes filles nobles et pauvres, pour leur faire travailler leur mémoire, leur donner matière à réflexion morale. Elle va commander une pièce de théâtre à Racine. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de cette aventure à la fois littéraire et politique. Ici, c'est la création d'Esther, bien entendu. La préparation des représentations à Saint-Cyr devient une véritable affaire. Madame de Maintenon a suivi l'écriture de la pièce de très près, et une fois encore, l'espiègle Marthe Marguerite est aux premières loges, mais cette fois, elle est bien plus qu'une passive spectatrice. Elle se souvient. Me trouvant présente au récit que M. Racine venait faire à Madame de Maintenon de chaque scène à mesure qu'il les composait, j'en retenais les vers, et comme j'en récitais un jour à M. Racine, il en fut si content qu'il demanda en grâce à Madame de Maintenon de m'ordonner de faire un personnage, ce qu'elle fit. Mais je n'en voulus point de ceux qu'on avait déjà destinés, ce qui l'obligea à faire pour moi le prologue de la piété. Imaginez l'excitation de la jeune femme, le plus grand auteur du temps, Racine, écrit pour elle, et au début de 1689, à la première d'Esther, donc à Saint-Cyr, la voici sur la scène, devant le roi, devant ce que la cour compte de plus relevé. Elle fait merveille, bien sûr. Il faut le dire, Marthe Marguerite dispose des dons d'une véritable actrice. Alors ensuite, au fil des représentations, elle remplace au pied levé les petites comédiennes de Saint-Cyr quand l'une d'entre elles est empêchée de jouer. Elle va devenir de ce fait une personnalité en vue. Et il faut vous dire qu'elle a tout pour plaire, bien entendu. Saint-Simon le soulignera. Jamais un visage si spirituel, si touchant, si parlant. Jamais une fraîcheur pareille. Jamais tant de grâce ni plus d'esprit. Jamais tant de gaieté et d'amusement. Jamais de créature plus séduisante. Et c'est Saint-Simon qui nous le dit. Ce n'est pas un ami de Madame de Maintenon. L'expérience théâtrale de Marthe Marguerite n'est cependant qu'une parenthèse. Elle va savoir utiliser différemment ses talents d'actrice et son esprit si vif.
Elle fait partie, vous savez, de cette jeunesse de la cour, de la dernière cour de Louis XIV, de la vieille cour, comme on dira plus tard, sous le règne suivant. Cette jeunesse un peu étouffée par l'atmosphère dévote que le roi désormais impose à son entourage. Elle fréquente évidemment le cercle de Madame la Duchesse. Madame la Duchesse est une fille illégitime de Louis XIV qui a épousé le prince de Condé. Et là, on s'amuse, on aime les galanteries, on se moque, on singe les personnages de la cour. Et ça, ce sont des jeux pour lesquels Marthe Marguerite se révèle ô combien douée. Elle le racontera, là encore. Je m'attachais, malgré les remontrances de Madame de Maintenon, à Madame la Duchesse. Elle eut beau dire qu'il ne fallait rendre à ces gens-là que des respects, que les fautes de Madame la Duchesse retomberaient sur moi, et que les choses raisonnables qu'on trouverait dans sa conduite ne seraient attribuées qu'à elle. Je ne crus pas Madame de Maintenon, mon goût l'emporta. Je me livrai tout entière. On peut dire maintenant que pour notre héroïne, le danger est grand, et que la chute est proche. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites revivre la vie romanesque de Madame de Caylus, cette jeune fille née dans un château modeste et qui arrive à la cour de Louis XIV, car sa tante n'est autre que Madame de Maintenon. Mais attention, tout ne se passe pas si bien à la cour. Vous savez, le roi Louis XIV, plus il avance en âge, et plus il se méfie de l'esprit piquant d'un certain nombre des personnes qui l'approchent, notamment donc cette Marthe Marguerite, dont il n'apprécie, semble-t-il, pas vraiment les moqueries qu'on lui rapporte, car rien n'est secret à la cour. Des bruits de liaison avec le fils du maréchal de Villeroy achèvent, semble-t-il, de sceller le sort de la jeune fille et la jeune femme, devrais-je dire, elle est dame mariée. Après un premier avertissement vient une disgrâce sérieuse. C'est un rappel qu'elle n'est somme toute au milieu des grands, qu'une dame de modeste extraction. À 23 ans, Marthe Marguerite doit quitter la cour pour s'installer à Paris. Alors d'abord, elle a l'air de prendre son parti, de sa nouvelle liberté. On lui prête d'ailleurs un mot très impertinent au sujet de la cour. L'on s'ennuie si fort dans ce pays-ci que c'est être exilé que d'y vivre, dit-elle. Elle profite donc de sa vie parisienne, fréquente des cercles où flotte un esprit nettement plus léger qu'à Versailles et à Marly. Elle reste en lien cependant évidemment avec sa tante à la mode de Bretagne, avec Madame de Maintenon, et malgré les critiques, celle-ci garde une véritable et naturelle affection et bienveillance pour Marthe Marguerite. Quant au comte de Caylus, vous voyez, le méchant mari, il revient de temps à autre auprès d'elle, si bien que quand même la famille s'agrandit. 2 fils vont survivre. Le caractère de ce sombre époux n'en est pas moins effroyable, et de plus en plus, au point que des mesures d'éloignement permanent doivent être prises. Saint-Simon précise, son mari blasé, hébété depuis plusieurs années de vin et d'eau de vie, était tenu à servir l'hiver et l'été sur la frontière pour qu'il n'approchât ni de sa femme ni de la cour. Lui aussi ne demandait pas mieux, pourvu qu'il fût toujours ivre. Sa mort, donc là ça se passe en 1704, sa mort fut une délivrance dont sa femme ni ses plus proches ne se contraignirent pas de la trouver telle. C'est la syntaxe un peu particulière de Saint-Simon, mais qu'on aime tellement. Madame de Maintenon commente cette disparition. Dieu veuille lui faire miséricorde, le monde n'en aura pas pour lui. Les années passent, le retour en grâce de Marthe Marguerite se précise, et cependant, elle s'est mise à écouter maintenant un confesseur qu'on a fort tendance à suspecter de jansénisme. La voilà qui affiche une piété nouvelle et zélée, on la voit prier des heures et des heures à Saint-Sulpice. Là, Madame de Maintenon se dit que décidément, il n'y a pas moyen, elle passe d'un excès dans l'autre, cette jeune fille, cette jeune femme. Le roi aussi est furieux et un bras de fer s'engage. Marthe Marguerite va finir par céder, elle doit être lassée, sans doute, par cette forme de dévotion. Toujours est-il qu'elle renonce à son confesseur, elle prépare son retour à la cour et pour l'occasion, le roi va sensiblement augmenter sa pension. En septembre 1707, elle reparaît donc au souper du roi. Vous imaginez, ça bruisse, évidemment, dans les allées du pouvoir. Elle a 36 ans à l'époque. Son charme, son esprit, de nouveau, font le ravissement d'une cour très avide de nouvelles beautés et de nouveaux esprits. La protection de Madame de Maintenon lui assure par ailleurs une position extrêmement en vue. Saint-Simon raconte:
Elle fut des marlis et des particuliers du roi. Ce fut une grande complaisance de la part du roi pour Madame de Maintenon. Jamais il n'aurait aimé Madame de Caylus, quelque divertissante qu'elle fût. Il n'était point à son aise avec elle. Ça, c'est sans doute excessif de dire ça, c'est Saint-Simon. Bientôt, la chambre de Madame de Caylus devint un rendez-vous important. Des gens considérables frappaient à cette porte et se trouvèrent heureux d'y entrer quelquefois. Elle revit Madame la Duchesse et ses anciennes connaissances, avec qui elle déplora la tristesse avec laquelle sa jeunesse s'était passée, dont elle faisait 1000 contes sur elle-même en se moquant de toutes ses pratiques de dévotion. Elle est un personnage secondaire, certes, mais personnage qui compte. Il est même question qu'elle obtienne la charge de dame d'atour de la duchesse de Berry, donc l'épouse du 3e petit-fils du roi. Encore une fois, Madame de Maintenon semble avoir refusé ce privilège. Les uns diront par modestie, les autres diront par habileté. Nous verrons ce qu'en pense Françoise Chandernagor. Le temps passe jusqu'à la mort de Louis XIV en 1715. Ça, c'est une rupture terrible. Vous savez que Madame de Maintenon, qui était d'ailleurs un petit peu plus âgée que Louis XIV, se retire à Saint-Cyr. C'est le début de la Régence. Pour Marthe Marguerite, c'est le début d'une nouvelle vie, bien sûr. Elle se retire à Paris, en sa maison du Luxembourg, raconte Bernard Noël. Madame de Caylus vieillit doucement, entourée d'un petit cénacle d'amis et de poètes, et de l'affection de son fils, Anne-Louis-Philippe. Il deviendra un très grand collectionneur et l'un des précurseurs de l'archéologie en Europe. Les collections du comte de Caylus, aujourd'hui encore, sont très célèbres. Quant à sa mère, donc, elle meurt le 15 avril 1729, 10 ans jour pour jour après la disparition de celle qui avait totalement changé son destin, Madame de Maintenon. Ses souvenirs témoignent d'une véritable admiration pour sa tante, qu'elle sait regarder néanmoins avec un certain recul qui rendent passionnants les souvenirs de Madame de Caylus. On ne peut que regretter que ce texte précieux, d'un point de vue littéraire peut-être, mais surtout du point de vue historique, que ce texte soit demeuré inachevé. Cet ouvrage de Madame de Caylus est un de ceux qui font le mieux connaître l'intérieur de la cour de Louis XIV, écrira Voltaire. Plus le style en est simple et négligé, plus sa naïveté intéresse. Elle était du nombre des femmes qui ont de l'esprit et du sentiment sans en affecter jamais. Bonjour Françoise Chandernagor. Bonjour. C'est un très grand plaisir de vous recevoir pour parler bien sûr de Madame de Caylus, mais derrière elle, de celle que vous avez contribué considérablement à réhabiliter dans l'esprit du public, Madame de Maintenon. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous avez raconté cet après-midi, Franck, la vie d'une femme, Madame de Caylus, témoin privilégié de la cour de Louis XIV. Et nous allons plus loin, nous allons en savoir plus sur cette toute jeune fille, née dans un château modeste et arrivée à la cour de Louis XIV. Nous allons en savoir plus avec votre invité, Françoise Chandernagor, qui est écrivain et auteur de Quand les femmes parlent d'amour, une anthologie de la poésie féminine parue au Cherche Midi. On peut dire, Françoise Chandernagor, de Madame de Caylus, qu'elle fait partie de ces silhouettes qu'on aperçoit dans les mémoires de Saint-Simon, dans les journaux de Sourges ou d'Anjou, mais qu'elle n'aurait été qu'un très second, ou pour pas dire un troisième rôle, sans l'écriture de ces fameux souvenirs. Quand les souvenirs ont-ils été connus ? Au XVIIIe siècle, très tôt finalement, parce que Voltaire les a lus, et lui il avait des éléments de comparaison, puisqu'il pouvait encore interroger des gens qui avaient connu cette époque. Il a dit que c'était très exact, enfin très vrai, très historiquement vrai. Et donc ça a été connu très tôt. Je ne comprends pas, moi, pourquoi nous n'avons pas un manuscrit complet. J'ai toujours regretté qu'on ne trouve pas le reste, parce que je pense qu'elle a écrit le reste. Le reste existe ? Mais je pense que le reste existe parce que ça s'arrête au milieu d'une phrase. Si elle s'était arrêtée naturellement, si elle s'était découragée d'écrire ses souvenirs, ça l'avait ennuyée, etc., elle ne se serait pas arrêtée au milieu d'une phrase. Il y aurait un point. Et puis elle n'aurait pas continué, bon voilà. Mais là, c'est au milieu d'une phrase. Oui, c'est une interruption brutale. Oui, donc je pense qu'il manque des feuillets. Ces feuillets ont été perdus, probablement. J'aimerais penser qu'on les retrouvera un jour. Oh, ce serait extraordinaire. Je crois toujours à ces choses-là, moi. Mais vous avez raison, je suis comme vous. D'ailleurs, généralement, l'histoire nous donne raison. C'est-à-dire qu'on finit toujours des choses par extraordinaires quand même. Bon. Donc, voilà, je regrette que ce soit pas terminé. Mais ce qu'elle en a écrit, d'abord, oui, nous éclaire sur elle, puisqu'elle nous raconte comment elle a vécu son arrivée
arrivée à la cour, etc. Elle, petite fille, les études qu'on lui fait faire, tout ça. Et puis qu'elle est un témoin de tout premier plan, parce que notamment au moment du mariage de Louis XIV et de Madame de Maintenon, elle est dans l'appartement de Madame de Maintenon, elle voit les angoisses de Madame de Maintenon, qui va se promener la nuit à Fontainebleau, parce qu'elle a des vapeurs, elle va avec sa meilleure amie pour parler, etc. Puis tout d'un coup, elle est rassurée, on voit que ça va mieux, et c'est quand elle pense que le roi ne va pas épouser l'infante du Portugal, après la mort de sa femme, mais il va épouser Françoise d'Aubigné. J'ai entre les mains une édition des souvenirs de Madame de Caylus. Pendant le voyage de Fontainebleau qui suivit la mort de la reine, écrit-elle, je vis tant d'agitation dans l'esprit de Madame de Maintenon que j'ai jugé depuis, en la rappelant à ma mémoire, qu'elle était causée par une incertitude violente de son état, de ses pensées, de ses craintes et de ses espérances. En un mot, son cœur n'était pas libre et son esprit fort agité. Pour cacher ces divers mouvements et pour justifier les larmes que son domestique et moi lui voyions quelquefois répandre, elle se plaignait de vapeur et elle allait, disait-elle, chercher à respirer dans la forêt de Fontainebleau avec la seule Madame de Montchevreuil. Elle y allait même quelquefois à des heures indues. Enfin, les vapeurs passèrent, le calme succéda à l'agitation. Et ce fut à la fin de ce même voyage. Forte indication pour les historiens, c'est passionnant. Totalement, oui. Je pense qu'elle a d'ailleurs parfaitement raison et que Madame de Maintenon et Louis XIV se sont mariés en octobre 1683. Notamment. Et là, nous avons le témoignage d'une petite fille qui a, sa date de naissance étant incertaine, comme vous l'avez rappelé, elle a entre 10 et 12 ans. Elle est là, elle est dans l'appartement. C'est une espèce de fille adoptive, d'une certaine manière, pour Madame de Maintenon. Et c'est bien comme telle aussi qu'elle l'a prise avec elle. C'est pas, on a cette idée qu'elle fait une violence pour la convertir, etc. C'est pas tellement l'idée, parce que j'ai vu que dans des lettres à son frère, 3 ou 4 ans plus tôt, Madame de Maintenon, qui était passée avec le petit duc du Maine à Murset, chez les parents de Marthe Marguerite, avait repéré la petite fille. Elle avait écrit à son frère qu'elle était très mignonne. Et il y a un petit côté un petit peu ogresse chez Madame de Maintenon. Elle adore les enfants et elle en a pas elle-même. Et elle en prend, quoi. Si on le lui confie, elle est très contente. On lui donne souvent des enfants orphelins, des trucs comme ça. Elle adore les enfants. C'est peut-être le trait le plus marquant, le plus singulier de sa personnalité. Ah oui, et elle adore les élever, les éduquer, etc. Oui, vraiment. Elle est sa vocation de nouvelles natures, en quelque sorte. C'est vraiment une éducatrice. Une éducatrice. Et donc, elle a eu un peu le béguin pour cette petite fille. Donc, elle va avoir une opportunité de la faire amener à Paris parce que elle a monté un truc avec sa famille, avec elle a d'autres cousins que Philippe de Villette, avec qui elle a grandi. Elle a 3 cousines aussi, avec qui elle s'est élevée. Elle a été élevée à Murset, donc à côté de Niort. Et elle a fait monter les enfants de ses cousines aussi, qui sont des adolescents. Et la petite Marthe Marguerite va monter avec une de ses tantes et toute cette bande d'adolescents. Et pour qu'on leur présente Paris, la cour, mais aussi le catholicisme, parce qu'ils sont tous protestants. Est-ce que c'est cet enfant, est-ce que c'est Marthe Marguerite que l'on voit sur le fameux portrait de Madame de Maintenon? Non, c'est une autre. C'est une autre nièce. Oui, c'est sa vraie nièce, puisque, comme vous l'avez dit, en fait, là, Marthe Marguerite est la fille du cousin Germain de Madame de Maintenon. Mais elle s'appelle ma chère tante, ma chère nièce. Dans toutes leurs lettres, c'est ma nièce, ma tante, et c'est banal. Enfin, moi, j'ai une tante comme ça qui est en fait la cousine germaine de ma mère, et voilà. Donc, elle va monter avec les autres, et les autres ne seront pas contraints de se convertir. Ils vont écouter, et puis ils vont repartir protestants comme ils étaient. Ils sont venus pour 15 jours, 3 semaines. Et voilà. Et les frères de Madame de Caylus, la future Madame de Caylus, étaient venus eux aussi, et s'étaient déjà convertis pour pouvoir être admis dans les cadets du roi, qui était une école pour la noblesse pauvre, là aussi, mais pour les garçons. Et après, ils feront d'ailleurs une carrière militaire et seront très courageux, les 2 frères aînés de Marthe Marguerite, puisqu'ils mourront tous les 2 sur le front, l'un après l'autre, jeunes. Mais donc, effectivement, elle a monté un peu un piège pour avoir cette petite fille qu'elle avait envie d'avoir.
qui lui plaisait, mais ça, il faut pas y voir une démarche d'abord religieuse et voilà, avec une rage de convertir, etc. C'est pas tout à fait ça, mais la petite fille... La conversion est un préalable nécessaire, voilà, tout simplement. Bien sûr, elle ne peut pas rester dans l'appartement de Madame de Maintenon en restant protestante. Ça paraît un peu impensable. Oui. Et donc après, elle essaiera de se réconcilier avec son cousin, parce que le cousin, elle avait profité de ce qu'il n'était pas là, parce qu'il était sur la mer, il était lieutenant de marine. Et ils se réconcilieront quand même. Et le cousin en seconde noce épousera d'ailleurs une jeune fille de Saint-Cyr. Donc tout ça va s'arranger très très bien. Alors Madame de Maintenon, dans un premier temps, va être un tout petit peu déçue par sa pupille, si je puis dire, parce que elle est adolescente et que voilà. Ça c'est ce que nous allons voir. C'est le chapitre des déceptions qui est très important dans la formation même de Marthe Marguerite de Villette, devenue comtesse de Caylus. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Franck Ferrand, Françoise Chandernagor, nous faisons connaissance avec Marthe Marguerite Levallois de Villette, dit Madame de Caylus. C'est Madame de Maintenon qui l'avait pris sous son aile, mais à l'adolescence, ça va se compliquer leur rapport. Ça va être un peu difficile, forcément, et même les difficultés vont continuer pendant longtemps, ce que nous allons voir dans un instant. Je rappelle à nos auditeurs, évidemment, ai-je besoin de le rappeler, que Françoise Chandernagor est l'auteur du célèbre ouvrage L'Allée du Roi, ces souvenirs de Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, épouse du roi de France, paru chez Julliard en 1981. Dans L'Allée du Roi, vous avez utilisé les souvenirs de Madame de Caylus. Bien sûr. Et notamment parce que, à plusieurs reprises dans ses souvenirs, elle dit « J'ai souvent ouï dire à ma tante que... » Et suit une phrase ou un truc. Et donc là, vous reprenez la phrase. Voilà, je reprenais carrément la phrase, puisqu'elle dit elle-même que c'est une phrase de sa tante. Et alors, ce que l'on peut dire, et lorsqu'on lit cette prose quasi épistolaire de Madame de Caylus, c'est que tout ça est écrit dans un style parfaitement élégant, parfaitement pur, qui fait beaucoup penser à celui de sa tante. Absolument. Voyez ce qu'elle dit par exemple à propos de la jeunesse d'Esther. Elles jouèrent ensuite Andromaque, et soit que les actrices en fussent mieux choisies, ou qu'elles commençassent à prendre des airs de la cour dont elles ne se laissaient pas de voir de temps en temps ce qu'il y avait de meilleur, cette pièce ne fut que trop bien représentée au gré de Madame de Maintenon, et elle lui fit appréhender que cet amusement ne leur insinua des sentiments opposés à ceux qu'elle voulait leur inspirer. C'est extrêmement bien écrit. Il n'y a pas du tout d'ailleurs dans ces souvenirs de Madame de Caylus les relâchements qu'on peut trouver sous la plume de Dangeau ou les constructions très alambiquées et très bizarres qu'on trouvera sous celle bien sûr de Saint-Simon. C'est un style très pur. On voit que en quelque sorte les préceptes de la tante ont porté chez la nièce. Elles ont eu une correspondance entre elles très importante. Quand la nièce est éloignée de la cour à la suite de quelques légèretés, disons, à la fois effectivement amoureuse avec le duc de Villeroy, enfin le fils du maréchal de Villeroy, alors qu'on souhaitait le marier à une fille de Louvois, donc il fallait pas. Et puis elle, on avait laissé son mari sur la frontière. Elle a 20 ans, 23 ans, il faut pas qu'elle en profite quand même pour voilà. Donc elle s'était mise dans une situation un peu compliquée. Et puis effectivement, elle fréquentait la duchesse de Bourbon, qui avait l'esprit des Mortemart, mais un esprit épouvantable de dénigrement, y compris du roi. Elle faisait partie d'un petit clan de jeunes, avec les princes de Conti. On pourrait peut-être passer en revue les reproches qui ont été formulés dans l'entourage du roi et donc chez Madame de Maintenon envers cette Marthe Marguerite que l'épouse du roi aimait beaucoup, incontestablement, mais à laquelle elle reprochait aussi énormément de défauts. D'abord, lorsqu'elle est toute jeune, on lui reproche d'être paresseuse, indolente, indocile. Bref, une enfant. Oui, c'est une enfant, elle n'a pas envie. Alors, elle a des cours d'espagnol, il paraît qu'elle parle bien, d'après Madame de Maintenon, qu'elle a un bon accent, etc., mais qu'on a du mal à la tenir à ses cours d'espagnol. On lui apprend 2 instruments de musique, elle apprend la danse, on lui apprend des poèmes, des choses. Comme tous les enfants, elle préfère s'amuser. Est-ce qu'elle partage dès cette époque le quotidien de la famille royale? Est-ce qu'elle est en présence de Monseigneur, de Monsieur, frère du roi, etc. Sans doute pas de Monseigneur encore, ni de Monsieur, mais je pense qu'elle voit le duc du Maine déjà à cette époque. Enfin, les enfants de Madame de Montespan que Madame de Maintenon a élevés, et que c'est
probablement dans ses premières années déjà qu'elle connaît la future duchesse de Bourbon, donc qui est l'aînée des filles de Louis XIV et de Madame de Encore une Montespan. enfant légitimée qui va devenir donc une Condé, qui va épouser un Condé. Absolument. Alors c'était ils conspiraient un petit peu, enfin conspiraient. Mais ils avaient un mauvais esprit et Louis XIV supportait pas ça. Ce sont des jeunes gens arrogants et qui s'amusent. Alors effectivement, ils se font saisir les correspondances. Tout passe par le cabinet du roi qui voit ce que les gens disent sur lui. Alors par exemple, il y en avait qui avaient écrit de lui: beau roi de théâtre quand il faut représenter, mais roi d'échecs quand il faut se battre. Bon, ça c'est le genre de trucs qu'il aime pas tellement, voyez-vous. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors elle fait partie de ce petit groupe-là, mauvais esprit. Et elle se sent très protégée, elle se sent quasi... Elle a tort, parce qu'elle n'est pas... Les autres ont tous des situations absolument... C'est ce que Madame de Maintenon lui avait essayé de lui faire comprendre. Alors elle est rien quand même. Elle n'est que parce que Louis XIV la tolère dans l'appartement de sa femme, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. Donc le jour où il en a assez, il en a assez. Et voilà. Alors quand même, Françoise Chandernagor, et sans vouloir écorner la figure de cette Madame de Maintenon que vous avez si bien contribué à réhabiliter, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'il y a chez Madame de Maintenon et chez le roi vieillissant un esprit un peu... Comment dirais-je, j'allais dire bonnet de nuit ou rabat-joie tout de même. Hein. Ce ne sont pas des gens très amusants. C'est-à-dire que Madame de Maintenon se plaignait que Louis XIV n'était pas très amusant. Et elle disait: je rame pour amuser le roi. Et elle savait plus quoi inventer. Et on voit quand même qu'au contraire, elle a créé autour d'elle un petit groupe de dames. Quand Madame de Caylus est revenue à la cour, après sa disgrâce, à 35 ans, elle revient. Et là, Madame de Maintenon, pour tenir le coup, crée autour d'elle un groupe d'amis. Elles sont 7 ou 8 dames, plus jeunes qu'elle. Il n'y en a qu'une seule qui est de son âge, qui est Madame Dudicourt, qu'elle a connue très jeune. Elles se sont connues jeunes femmes à Paris. Et Madame Dudicourt a un esprit aussi terrible. Elle a beaucoup d'esprit méchant d'ailleurs. Mais enfin bon, ça fait rire. Madame de Maintenon disait: je ne peux pas m'empêcher de rire à tout ce qu'elle dit, et pourtant je ne voudrais pas avoir dit une seule fois ce qu'elle dit, parce que tellement c'est méchant. Mais à part ça, elle a pris autour d'elle des femmes plus jeunes. Il y a Madame de Dangeau, qui est une Allemande d'origine, mais qui parle un français et écrit un français admirable, bien sûr. Il y a Madame d'O, qui est un personnage très romanesque, qui était la fille de Guy Rague, qui est l'auteur des Lettres de la religieuse portugaise. Et Madame d'O, son père était ambassadeur à Constantinople, et elle était revenue en bateau. Elle s'était éprise du lieutenant qui commandait le bateau, et ils se sont mariés comme ça, quasi sans autorisation parentale, sur une plage face aux ruines de Troie, ou ce qu'on supposait être les ruines de Troie. Donc c'était un grand mariage d'amour romanesque, et elle est devenue, cette Madame d'O, une des plus intimes de Madame de Maintenon. Et autour d'elle, il y a aussi la duchesse de Noailles, qui est la vraie nièce de Madame de Maintenon, une autre nièce à la mode de Bretagne, la comtesse de Mailly, celle qui est sur le fameux tableau de Ferdinand L, qui est un tableau où Madame de Maintenon, on voit Saint-Cyr en second plan, c'est fait pour Saint-Cyr, et Madame de Maintenon, quand on tire des conclusions sur le fait qu'elle est en noir là-dessus, elle n'aimait pas le noir, elle en portait peu, et on peut voir ses commandes d'étoffes, notamment dans ses lettres à sa nièce, parce que sa nièce se charge des achats à Paris. Des achats d'étoffes. Et là, dans ce portrait, Madame de Maintenon est en noir parce que c'est le costume des dames de Saint-Cyr qu'elle porte sur ce tableau. Et elle est représentée alors avec sa vraie nièce, Françoise Charlotte d'Aubigné, qui fait partie donc de l'entourage alors qui est plus jeune encore, qui est encore plus jeune, qui est entre deux grossesses tout le temps, et qui a épousé donc le comte d'Ayen, devenu duc de Noailles. Et là, elle a laissé faire à sa vraie nièce un très beau mariage, au-dessus de sa condition. Enfin, sa condition, quelle est la condition de Madame de Maintenon? Elle est l'épouse du roi, et en même temps, elle est rien. Bon, c'est très... Alors, elle est tout au sommet, et en même temps quasiment sans statut. Alors là, elle n'a pas été aussi modeste que pour Madame de Caylus, mais enfin, il ne faut pas s'exagérer, en effet, la modestie du mariage de Madame de Caylus, parce que c'était une vieille famille, les Caylus, et la belle-mère de Madame de Caylus n'a jamais accepté que son fils... Elle traitait très mal sa belle-fille, parce qu'elle n'a jamais accepté cette mésalliance. À sa belle-fille. Oui, elle a fait voir parce qu'elle considérait que c'était une mésalliance avec une fille sans dot, quoi. D'autant plus qu'elle n'était pas censée être au courant du fameux mariage du roi avec cette dame qui pouvait passer aux yeux de tous pour une simple favorite. Certaines, oui, bien sûr. Donc elle disait parfois. Alors il y a alors des choses très amusantes dans Madame de Caylus. Par exemple, elle adore sa tante, mais elle ne se porte pas absolument garante de sa vertu éternelle. Et il y a une très jolie histoire où elle dit moi, je ne sais pas, j'étais pas là. Enfin, tous les galants
roman qu'on lui prête à l'époque du Marais, quand elle est Madame Scarron ou la jeune veuve Scarron. Elle dit, elle raconte l'histoire d'un de leurs amis qui se portait garant de la vertu de Madame de Maintenon. Et il était beaucoup plus jeune, il n'avait pas vécu au Marais. Et sa femme lui avait simplement dit, comment faites-vous, monsieur, pour être si sûr de ces choses-là ? Et elle reprend le mot à son compte en disant, à moins d'être sous le lit, on ne sait pas. Voilà. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de Madame de Caylus, cet après-midi, ce témoin privilégié de la cour de Louis XIV. Nous allons en savoir plus avec votre invité, François Chandernagor, qui est écrivain et auteur de Quand les femmes parlent d'amour, une anthologie de la poésie féminine parue au Cherche Midi. Alors Anissa, on ne vous a pas demandé de vous convertir pour rentrer dans ce studio, contrairement à la pauvre Marthe Marguerite qui, elle, a dû devenir catholique pour rentrer chez Madame de Maintenon. Et alors après avoir été quand même une assez mauvaise chrétienne, voilà qu'elle va sombrer. Alors elle passe d'un extrême à l'autre, si je puis dire, elle tombe carrément dans le jansénisme. Oui, c'était à la mode, vous savez aussi. Hein. C'était très à la mode. C'était les seuls partis politiques qu'on pouvait avoir. Il y avait d'ailleurs dans le jansénisme un élément de contestation du pouvoir royal très très fort. Et donc elle continue d'une certaine manière à contester un petit peu le pouvoir royal, bien qu'elle aime, à travers ses mémoires, on voit qu'elle aime bien Louis XIV, mais qu'elle n'a pas de vraie intimité avec lui. C'est assez intéressant de voir que cette petite fille, et Dieu sait qu'elle a de l'esprit, et elle le prouve à travers, encore une fois, ses souvenirs tellement bien écrits. Et vous êtes bien placé pour juger de cette qualité d'écriture, François Chandernagor, vous qui êtes très sensible à l'écriture féminine d'ailleurs. On en dira un mot tout à l'heure. Mais en l'occurrence, elle est une petite fille qui ne sait pas complaire à sa tante lorsqu'elle arrive. Ensuite, elle est une jeune fille qui va se mettre en position de fortement déplaire au maître absolu, c'est-à-dire à Louis XIV en personne. Quand elle revient à la cour, on est au lendemain d'un véritable scandale créé par un positionnement religieux tout à fait impossible et qui pourrait d'ailleurs porter gravement préjudice à sa tante si elle n'était pas l'épouse du roi. Enfin, tout ça devient quand même étonnant. On a l'impression qu'elle a le don de se mettre dans tous les mauvais pas. Oui, elle est jeune et puis elle est assez passionnée, entière. On voit bien qu'elle est émotive. Mais cela dit, ça tournera bien. Dit que le roi ne l'aimait pas. Vous en pensez quoi? Je pense il était bien obligé de l'aimer quand même, parce qu'il la voyait beaucoup chez Madame de Maintenon. Et tout ce petit cercle se donnait pour but, ce petit cercle de dames, d'amuser le roi quand même aussi. J'en ai dit simplement un mot tout à l'heure en reprenant la vie de Madame de Caylus dans un texte de Pierre-Louis Lancel qui connaît admirablement cette période. Je disais que beaucoup des scènes se passent en vérité à Marly, car on est dans la toute dernière partie du règne de Louis XIV, où la cour est assez pesante, assez ennuyeuse, il faut bien le dire, où les jeunes gens cherchent tous les moyens possibles pour s'amuser, pour s'égayer un peu, et où la vie quotidienne de la famille royale se passe beaucoup moins dans le grand château de Versailles que dans le petit et somptueux château de Marly, qui est le décor, on veut dire. Les deux, parce que Madame de Caylus s'était vue attribuer un logement juste sous l'appartement de sa tante. Et elle disait qu'elle correspondait par la cheminée. Quand elle écrivait à sa tante, quand vous voudrez me dire que je peux monter ou je sais pas quoi, que la voie est libre, faites-le dire par la cheminée. Donc elle avait un appartement là et elle se voyait beaucoup comme ça. Ça c'est à Versailles. Oui, à Versailles. Et Marly, disons, c'est une maison de week-end, si je puis dire. Voilà, oui. Bon, donc on vit quand même. On passe beaucoup de temps. Mais on passe beaucoup de temps. Mais Madame de Caylus n'était pas de tous les Marly, mais en effet, elle était de certains Marly et sa tante veillait à ce qu'elle soit. Il y avait, vous le savez, 12 pavillons à Marly, à ce qu'elle soit dans un pavillon qu'elle partagerait agréablement avec une ou deux personnes de connaissance. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que son extraction relativement modeste la met en position de témoin. Elle n'est pas une princesse du sang, elle n'est pas une très grande dame de la cour qui évidemment n'aurait jamais l'idée d'écrire des mémoires. Ayant eu la chance absolument invraisemblable de partager l'intimité du roi pendant tant d'années et étant elle-même totalement extérieure à ce monde de la cour, elle va écrire des souvenirs. Finalement, Madame de Caylus existe par ses souvenirs aujourd'hui. Et par sa correspondance. Parce que nous avons beaucoup de lettres. Elle a échangé beaucoup de lettres avec sa tante dans la période où elle est en exil à Paris. Et même quand elle est à Versailles, elles échangent beaucoup de petits billets. Parce qu'on n'a pas le téléphone, donc on s'envoie des petits billets par porteur. Alors c'est des petites choses très souvent charmantes, très drôles. Elles s'invitent à dîner, elles se donnent des rendez-vous, ou alors elles ont des jeux de pensionnaires, elles jouent au piquet, au tric-trac, etc. Bon, elles se racontent les ragots de la cour. Bon, et après, quand Madame de Maintenon se retire à Saint-Cyr, une des rares personnes qu'elle acceptera de voir encore, c'est sa nièce Madame de Caylus.
pas tellement souvent parce qu'elle explique à Madame de Caylus qu'elle la verrait bien plus souvent si elle suivait son goût. Mais elle est obligée à ce moment-là de voir aussi beaucoup la duchesse de Noailles, qui est sa vraie nièce. Elle peut pas faire deux poids deux mesures. Or, la duchesse de Noailles l'ennuie prodigieusement. Donc elle dit à Madame de Caylus, écoutez, non, vous pouvez pas venir tout de suite ou pas si souvent. Écrivons-nous parce que sinon je serais obligée d'avoir votre cousine et ça me fait pas rigoler. Alors après la mort de Louis XIV, Madame de Maintenon se retire à Saint-Cyr. Madame de Caylus, elle vit à Paris. C'est là qu'elle va donc tenter écrire. Elle a un fils qui fera parler de lui, bien plus qu'elle ne saura faire parler d'elle d'ailleurs. C'est le célèbre comte de Caylus, son fils. Anne-Claude de Caylus est tout à fait remarquable. Alors c'est amusant parce qu'on voit, même dans les échanges avec Madame de Maintenon, elle parle parfois de ses fils. Il y en a un qui la désespère, le plus jeune, le chevalier Charles, qui finalement mourra, fera une carrière militaire et mourra à la guerre. C'est incroyable le nombre de la noblesse à payer un prix du sang qu'on n'imagine pas sous Louis XIV. C'est incroyable. Donc celui-là mourra. Elle se plaignait qu'il soit un peu vaurien et Madame de Maintenon lui répondait vous savez, moi j'aime bien les vauriens. On n'imagine pas Madame de Maintenon disant ça, mais si, elle disait j'aime assez les vauriens. Et puis tout ce qui vient pas tôt peut venir tard. En éducation, faut être patient et tout ça. Et Anne-Claude, en revanche, donne tout de suite, est un brillant esprit. Et elle l'appelle, Madame de Caylus s'appelle ce fils aîné, mon philosophe, mon mélancolique, parce qu'il est très sérieux, il lit beaucoup, et il va devenir le premier archéologue français. Il va faire des fouilles en Étrurie, il va bien sûr aller en Grèce, à Rome, un peu partout, et il va amasser une collection prodigieuse d'antiques notamment, et qu'il lèguera plus tard. Il n'a pas d'enfants et ça viendra dans des collections publiques. Et il a écrit sur tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a trouvé, sur l'art antique, et il est le précurseur de l'archéologie, on peut dire. Et de quelqu'un qu'on connaît bien par ailleurs, qui est allemand, qui a beaucoup réfléchi là-dessus, Winkelmann. Bon, il est un précurseur, et il faut bien penser qu'il est archéologue avant qu'on ait trouvé Pompéi. Donc c'est assez prodigieux, et c'est un grand esprit. Il essaiera de compléter un peu les mémoires de sa mère, parce que lui-même, il lui manque les pages, apparemment. Mais vous nous avez dit que nous les retrouverons un jour, j'en suis convaincu. Ah oui, j'espère. Donc 3 ouvrages, évidemment, l'Allée du Roi à lire ou relire pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui auraient envie de se replonger dans cette vie extraordinaire de Madame de Maintenon, c'est impérissable. Les souvenirs de Madame de Caylus, publiés bien entendu comme il se doit au Mercure de France dans la collection Le Temps retrouvé, et puis de Françoise Chandernagor de l'Académie Goncourt, Quand les femmes parlent d'amour, une anthologie de la poésie française. Ça, c'était au Cherche Midi l'année dernière. Oui, à l'automne dernier. Oui, parce que j'ai voulu un petit peu rendre justice à des femmes que la postérité, ou en tout cas l'enseignement universitaire, n'a pas mises à leur vraie place, et les anthologies de poésie souvent pas non plus. Et il y a beaucoup plus de femmes poètes que nous ne le savons, que nous ne le croyons, en poètes françaises, parce que on sait très bien en Russie, en Angleterre, etc., en Amérique, qu'il y a des femmes poètes et remarquables. Mais on le sait pas assez pour nous. Donc j'ai fait un petit choix et j'ai raconté leur vie à chacune, bien sûr, et souvent ce sont des vies très passionnantes. Merci beaucoup Françoise Chandernagor.